Notre deuxième partie est comment garantir une meilleure qualité de vie physique, psychologique et sociale aux malades du myélome. Et j'ajouterai quand même à leurs aidants, parce que c'est vraiment un point fort de notre association, les malades et les aidants. Nous avons donc Audrey Descamps, qui est toujours là, IPA, Salomon qui reste avec nous pour le moment, et Marie-Odile. Et nous ont rejoint à la tribune Léona Lefort, enseignante en activité physique adaptée à Valenciennes. Merci de venir depuis Valenciennes. Et Clotilde Rambry, art thérapeute, non loin de Orchy. Oui, je m'appelle Bernard Minot, j'habite à Nice et j'ai été confronté effectivement au problème du myélome multiple à travers la maladie dont a souffert ma femme et qui est actuellement sortie d'affaire puisque maintenant elle ne consulte plus que tous les 6 mois, 8 mois. Elle avait des douleurs dorsales dès lors que l'on affrontait un petit chaos sans importance sur la route. Le paramètre déterminant avait conclu à l'existence d'un myélome multiple. Et mon épouse est entrée dans un cycle de soins approprié. Alors, les impacts physiques du myélome multiple sur les malades sont l'anémie, la fatigue, les douleurs osseuses et le risque infectieux. L'activité physique adaptée a un réel impact sur la qualité de vie. Alors, les bénéfices de l'activité physique adaptée permettent déjà de réduire les effets secondaires liés au traitement, améliorent la fatigue, peuvent avoir un impact sur la densité osseuse, d'éviter la fonte musculaire, c'est-à-dire la sarcopénie, et maintenir le conditionnement physique et surtout améliorer la qualité du sommeil également. Alors j'ai toujours fait du sport déjà, ça m'a beaucoup déjà aidé pendant mon autogreffe. Je fais du sport en salle que j'ai repris après l'autogreffe. Je fais de la marche, je fais voilà, beaucoup de choses comme ça. Puis je suis très active, voilà. Je bouge beaucoup, quoi. Ça m'apporte un bien-être, je me sens bien dans ma peau, quoi, disons. On ne pense plus à rien quand on fait le sport, voilà. Un malade du myélome peut pratiquer beaucoup d'activités physiques adaptées à condition qu'elles répondent donc au cas clinique du patient et à la forme du moment. On peut citer de la marche, une marche quotidienne à intensité modérée. On peut citer du vélo d'appartement, pareil à une faible intensité ou à une intensité modérée. On parle également de renforcement musculaire qui pourra soutenir le système squelettique et permettant aussi les muscles posturaux. Et on peut aussi citer des gyms douces permettant de travailler l'équilibre, la souplesse et la mobilité. Dès le début des consultations que nous avons faites, j'ai remarqué une affiche de la Camille et je lui ai dit tout de suite « il faut que tu fasses cela ». Et puis lorsque je suis allé la visiter dans l'unité séparée dans laquelle elle a reçu l'autogreffe, et que j'ai vu ce vélo, je me suis dit mais c'était extraordinaire qu'il y ait un vélo alors qu'elle ne tient pas debout. Et puis de jour en jour, le temps de pédalage augmentait, mais voilà, elle est sortie au bout d'une quinzaine de jours au lieu de rester les 3 semaines envisagées. Et puis par la suite, elle n'a cessé de participer à des séances adaptées de gym et puis de marcher, puisqu'elle a pu faire un voyage à Madère et puis faire des randonnées dans les 8-10 mois qui ont suivi cette autogreffe. Alors, le conseil que je peux donner dans un premier temps pour une personne qui attaque une activité physique, c'est l'adaptation. Donc, toujours écouter son corps, écouter ses sensations. Le myélome multiple touche principalement la colonne vertébrale, donc il faut être très vigilant et ne pas être trop brutal et adapter l'activité. Alors personnellement, j'aime bien beaucoup la dernière phrase, ne pas être trop brutal, adapter l'activité, parce que si vous dites à mes ados que je peux faire du sport, ils vont vouloir m'inscrire à la salle, si on pouvait éviter. Le sac Basic Fit, c'est pas pour moi. Non, voilà.
qui va si justement l'occasion peut-être d'échanger. Bonjour à tous, je m'appelle Léona Lefort, je suis enseignante en activité physique adaptée et santé. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'activité physique adaptée et santé? C'est de l'activité physique ou de l'activité sportive, mais qui sera adaptée à vous, adaptée à l'individu, adaptée à la pathologie, mais aussi adaptée à la forme du moment. On peut être fatigué, on peut avoir des douleurs, et ben on peut décaler l'activité et on s'adapte aussi totalement à chaque pathologie. On peut aussi, au lieu de faire de l'activité physique, on peut descendre dans des activités beaucoup plus douces. Comme on a parlé tout à l'heure avec le kinésithérapeute, on peut partir sur des séances d'étirement, on peut partir sur de la relaxation. La relaxation, ça peut aider beaucoup parce que l'activité physique adaptée et santé permet de travailler sur 3 plans. Le premier plan, c'est le plan physique. On va travailler notre corps, nos muscles. Le plan psychologique, ça permet aussi de retrouver confiance en soi, retrouver une estime de soi, voir qu'on est toujours capable et aussi retrouver un côté social. Nous, ce qu'on fait dans les activités adaptées, on peut faire de l'individuel, mais on fait beaucoup de collectif. Garder un lien social, permettre de retourner plus tard aussi dans la société. Et l'activité adaptée, ça permet aussi d'éviter le déconditionnement à l'effort. Quand on tombe malade, le déconditionnement à l'effort, souvent ça arrive. C'est comme on est fatigué, on a des douleurs, on limite nos activités physiques, que ce soit de la marche, que ce soit d'aller faire ses courses. Et nous, justement, à travers ça, on essaye de vous reconditionner à l'effort pour que vous puissiez reprendre vos activités de la vie quotidienne. C'est ça qu'on cherche en priorité aussi. Je rejoins ce qui a été dit. Alors, je voyais un peu les pourcentages, etc. Moi, je dirais, je pense que dans le cas spécifique du myélome multiple, il y a deux adaptations nécessaires de l'activité physique, celle qui a été en partie évoquée là et qui correspond à la majorité de ce qui est marqué sur cette diapo, c'est-à-dire on est fatigué, on a une pathologie, on reçoit des traitements, on s'est un peu déshabitué à l'effort, il faut reprendre, etc. Donc ce qui est peut-être l'adaptation générale dans un contexte de pathologie, peut-être quelle qu'elle soit. Et puis il y a une spécificité du myélome multiple, ce sont les atteintes osseuses, on en a parlé, et dans certains cas, les atteintes osseuses peuvent être, en tout cas il faut qu'elles soient évaluées pour ce qu'on appelle le risque fracturaire. On peut avoir une petite ostéolyse, comme on dit, au niveau d'une vertèbre, qui ne pose pas de problème, mais si on veut faire de la course à pied, c'est un peu des chocs à répétition, et ça peut être un problème. Donc, quand les patients évoquent le besoin de faire du sport, on regarde les examens d'imagerie. Nous, hématologues, on peut voir s'il n'y a vraiment aucune lésion osseuse. Très bien, les patients peuvent faire l'activité qu'ils souhaitent. On ne recommande pas le rugby ou je ne sais pas quoi, un sport violent, bien entendu, mais du vélo, de la course à pied, etc. Mais s'il y a des lésions au niveau de la colonne vertébrale, nous, on aime bien qu'ils soient vus par les médecins d'activité physique adaptée et nos collègues rhumatologues. Au CHU de Lille, par exemple, il y a une consultation conjointe rhumato, APA, comme on dit, activité physique adaptée, le docteur Vinciane Pardessus et Marie-Hélène Vieillard, qui voient conjointement les patients pour évaluer ça, être sûr qu'il n'y ait pas un risque fracturaire par rapport au sport qui est souhaité de pratiquer, de faire, et donc étant donné des lésions possibles de myélome. Voilà, donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête et de pouvoir avoir cette évaluation et après d'avoir toutes les adaptations nécessaires à la reprise d'une activité physique lorsqu'on a été malade de façon un peu générale. Tout à fait, pour rebondir, l'activité physique adaptée est maintenant une thérapie non médicamenteuse. Elle est prescrite sur ordonnance. C'est-à-dire que je travaille dans une association de sport santé sur le Valenciennois. On ne peut pas vous prendre en charge tant qu'un bilan n'a pas été fait. Un bilan d'abord par le médecin qui prescrit. Nous, on a une liste d'activités physiques que l'on vous donne. Vous allez chez votre médecin traitant. Un bilan est fait déjà par le médecin. Et ensuite, vous venez avec votre ordonnance. Et avec nous, il est réalisé un premier bilan de conditions physiques également. Par la suite, la prise en charge en activité physique adaptée nous permet d'évaluer vos compétences, plutôt vos capacités en début de prise en charge, en milieu de prise en charge et en fin de prise en charge.
Le but de l'activité adaptée, c'est de vous réhabituer à repratiquer une activité physique pour plus tard la reprendre de façon autonome si vous le souhaitez. Vous pouvez toujours garder ce système de sport sur ordonnance afin d'être suivi. Avec une pathologie chronique, c'est possible. Certaines mutuelles, en plus, le remboursent parce qu'il y a des maisons sport santé qui sont totalement gratuites. Et il y a d'autres associations qui permettent une prise en charge beaucoup plus longue sur le long terme, qui là nécessite par contre un petit coût, qui est toujours moins cher que les salles de sport comme Basic Fit, et qui sont un petit peu mieux encadrées quand même. Avant de parler de l'APA, que je trouve extrêmement bénéfique et nécessaire pour les patients, les patients atteints de myélome et que je vois au cours de leur du primo-diagnostic arrivent effectivement souvent avec des douleurs extrêmement importantes et ils se disent je ne vais pas faire de sport parce que j'ai peur d'avoir mal. On ne leur demande pas de se préparer pour les JO, c'est vraiment pas ça. Il faut aussi avoir déjà un peu en tête et essayer d'avoir discuté avec le patient pour voir un petit peu ce qu'il faisait déjà avant, parce que si c'était quelqu'un de totalement sédentaire, on ne va pas commencer à lui dire de faire du vélo et de faire de la course à pied ou du karaté. Donc vraiment, il faut déjà essayer de réintroduire ne serait-ce qu'une moins de sédentarité, ne serait-ce que marcher 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Moi, je leur dis souvent d'aller dans un parc autour de chez eux avec des possibilités de bancs, où ils peuvent faire d'un banc à l'autre. Et ben là, c'est aujourd'hui, je fais un banc, la semaine prochaine, j'en ferai 2, et voilà, commencer des choses comme ça. Le vélo, et ben pourquoi pas vélo d'appartement, mais sans résistance. Et puis après, si on voit qu'ils rentrent vraiment dans un cursus comme ça, parce qu'en plus, moi, je leur dis, le sport, et en tout cas l'activité, va améliorer leur douleur. Alors que curieusement dans la tête on se dit que ça va être pire, et ben non, ça aide au renforcement effectivement de la trame osseuse, donc du coup ça soulage parfois des douleurs. Et puis effectivement après, quand ils ont vraiment envie de rentrer dans le sport et qu'il n'y a plus ces difficultés de risque de fracturaire, là effectivement l'APA est génial. Tout le monde, moi je dirige pas mal vers les ERC, où du coup ils peuvent bénéficier de ça, et du coup c'est gratuit mais c'est limité dans le temps. Et après, effectivement, séance de coach APA. Tout le monde connaît les ERC, Espace Ressources Cancer. On a une région des Hauts-de-France qui permet d'avoir accès. C'est payé par le département et ça donne accès aux soins de support. Alors, en fonction des ERC proches de chez vous, ça donne accès parfois à du yoga, à de la sophro, à des diététiques, à des groupes de parole, à de la marche nordique, à de l'APA. Voilà. Et vraiment, je vous conseille d'y aller, c'est gratuit. Si je peux me permettre, je vais faire comme Jean-Pierre qui a fait des sondages précédemment. Parmi donc les personnes qui sont là, quelles sont celles qui ont une pratique physique adaptée? Quels sont ceux qui marchent, simplement, les gens qui vont marcher? Qui fait du vélo. Voilà. Bon, il y a des potentiels Qui fait du jardin. clients, entre guillemets, à cette activité Du vélo. physique adaptée. Du vélo. Ah, vélo, ouais. Parce que Qui fait son jardin. Qui fait son jardin. Ah. Ben voilà. Du yoga. Mais, alors, Du yoga. Pilates. Ah, Pilates. L'aquagym aussi, oui. Aquagym, ouais. Oui, parce que ce qui est bien aussi, dans l'activité physique adaptée, c'est le côté aussi de rencontrer d'autres personnes. Oui. Parce que bon, se motiver pour aller faire une marche, etc., c'est pas toujours évident, parce que là, on aborde justement 3 aspects, physique, psycho et social. Et en fait, on les aborde séparément, mais elles sont étroitement liées. Et par l'APA, on peut aussi traiter l'aspect social, effectivement, l'isolement par rapport à d'autres. Donc c'est pour ça que moi, franchement, j'encourage fortement chacun. Et je ne sais pas si vous connaissez, effectivement, là c'est bien, on a parlé des moyens d'accès. Comment faire en sorte de bénéficier de ces activités physiques adaptées? Ce qui n'est pas toujours évident. Je pense que j'ai discuté avec pas mal de personnes autour de moi et ils sont étonnés de savoir, je peux effectivement aller dans un espace ressources cancer, je peux avoir une ordonnance auprès de mon médecin, et même ses conseillers bien évidemment, et la mutuelle est là aussi pour prendre en charge le coût lié à certaines de ces activités. Et Monsieur Leclerc, tout à l'heure, c'est ça, nous parlait aussi de la kinésithérapie. Donc oui, c'est aussi, voilà. Question. Après, il ne faut pas oublier, je dirais, c'est que, moi je suis jeune, encore jeune, ou peut-être de moins en moins, merci Audrey, ça va. Mais c'est que finalement,
j'ai envie de dire qu'il arrive aussi un âge, de toute façon, les gens font aussi parfois moins de sport. Alors nous, comme on est malade, on se dit, oh, il faut que je fasse, je veux, et voilà, et on s'en veut un peu d'eux, alors que finalement, des gens qui n'ont pas de maladie, des fois, en font peut-être moins. Oui, mais c'est pour ça qu'on plus. parle d'adapter, justement. Voilà. À chaque fois, c'est adapté au cas de la personne. Moi, j'ai profité des bienfaits de l'APE via l'association EOLIS. Et en effet, elle a plusieurs domaines. Elle a Sourfalapa, Templeuve, Villeneuve-d'Ascq, Lys, et je ne sais plus quel est le dernier, peut-être Tourcoing. Et on peut notamment avoir de l'activité physique adaptée en petits groupes, 5 ou 6 personnes. Et c'est très fun, très ludique. Il y a même l'animateur qui essaie de nous booster le cerveau en même temps. Donc on fait des petits exercices, puis de temps en temps on va faire un bac. Vous savez, là on aura le temps limité, puis on vient faire nos exercices. Il nous fait faire des petites choses comme ça pour remuscler un peu le cerveau. Et puis, en effet, avec l'association EOLIS, j'ai eu droit à de la sophro, à de la socio-esthétique. On peut faire aussi de l'art-thérapie, de l'équithérapie. Enfin, c'est pendant 2 ans maxi, mais c'est vraiment très, très bien. Et puis, j'ai aussi profité grâce à eux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du brouillard cérébral. Voilà, qui affecte beaucoup de gens qui ont un cancer ou un traitement, entre autres. Et donc, ils m'ont conseillé de m'inscrire à la Ligue contre le cancer. Et à partir de là, j'ai le droit à 22 séances de recognition cérébrale en visiothérapie. Et donc, c'est des petits exercices qu'on suit avec une neuropsychiatre, un truc comme ça. Et c'est pareil, c'est très ludique et on se sent progresser de séance en séance. Encore une fois, c'est gratuit. Donc en fait, moi je suis suivi par Salomon Magnier au CHR de Lille. Comment je peux dire ça, au bout de 2-3 ans après, au bout de 2 ans après mon autogreffe, j'ai commencé à avoir des douleurs, des lombalgies, etc. Parce que j'ai eu une cimentoplastie à une vertèbre, etc. De là, le professeur Magnier m'a redirigé vers l'onco-rhumatologie à l'hôpital Saint-Landreau, le petit bâtiment juste à côté. Et de là, j'ai été pris en ce qu'on appelle l'école Tudo à l'hôpital Zwingodo pendant 4 semaines. Où là, je me suis remis à faire du sport parce que j'avais un déconditionnement, etc. Donc je me suis remis à faire du sport, de la balnéo, du kiné et de l'ergo. Je faisais déjà de la PA depuis 2 ans, mais c'était un peu laborieux. Je ressortais de là avec des douleurs, etc. Le kiné, c'était un peu fait par-dessus de la jambe, on va dire. Et quand je suis sorti de Zwingodo, je suis sorti avec vraiment un programme à proposer à mon kiné, un programme pour les cours d'APA. J'ai adapté tout ça et depuis, je n'ai plus de douleur. J'ai oublié les tramadol, j'ai oublié tout ça. Et j'ai repris l'activité. En plus, entre deux, j'ai aussi arrêté le Revlimid au bout des 3 ans. Donc là, en ce moment, tout va bien. Tout va beaucoup mieux en tout cas. C'est parti. Ouais, bravo, c'est parti. bravo. Si ça peut aider des gens. C'est vrai que je pense que dans la situation du myélome, on a un peu de mal à aller à la Ligue contre le cancer, parce qu'on ne veut pas trop le reconnaître. La Ligue contre le cancer, c'est un peu stigmatisant. Et pourtant, ils apportent beaucoup de choses. Et oui, parfois, on peut être amené à croiser d'autres cancers, d'autres malades. C'est pas du tout les mêmes pathologies, on n'est pas soigné de la même façon. Mais en tout cas, dans l'accompagnement, on a le droit aussi à beaucoup de choses. Tu as une question derrière, Aurélie. J'allais juste dire, pour le temps que le micro arrive, mais pour rebondir sur votre commentaire, les douleurs osseuses, alors là, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, sont parfois tenaces, on a du mal. Les traitements du myélome sont efficaces, on a des rémissions complètes, et vous nous dites, mais j'ai toujours mal au dos, en fait, ou ailleurs. Bon. Et c'est parfois pas simple. Évidemment, le renforcement musculaire est un des meilleurs traitements finalement de ces douleurs osseuses. Et donc c'est ça l'objectif des séances de kinésithérapie, mais comme vous le dites, elles peuvent sans doute être améliorées, ces séances de kinésithérapie, par ces activités physiques adaptées bien sûr, et un programme un peu spécifique qui permet d'améliorer les choses. Mais c'est peut-être finalement le meilleur traitement, l'activité physique adaptée donc à ces douleurs osseuses. Complètement, ouais. Le lien social, etc. Bien sûr, ouais, complètement. Je suis un malade de l'hôpital Closurier
suivi par professeur Manet et par Madame Audrey. J'ai juste un petit témoignage parce que je suis un ancien sportif et dans mes temps perdus, temps libres, souvent en week-end, je jouais au football avec des amis. Et évidemment, quand je suis tombé malade, j'ai réduit toute activité parce que le football, c'est des risques de fracture et peut-être beaucoup d'autres malaises. Alors, il se trouve que le football, c'est comme un peu de la drogue, quoi. C'est-à-dire, on n'oublie pas facilement, on peut sortir du terrain, on reste un peu dans les gradins. Mais je me suis laissé aller. Un jour, j'ai été invité par un ami en été dernier. Je me suis laissé aller et je suis allé. J'ai fait 10 frappes sur le ballon. Et puis à un moment, j'ai eu une contraction musculaire. Et il n'y avait pas un spécialiste pour me venir en aide et tout. Beaucoup de ceux qui sont arrivés ont pensé que il fallait tirer sur la jambe et que ils ont fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Et puis j'ai eu une déchirure du mollet. Alors c'était une activité non adaptée. Heureusement, je me suis remis avec des séances de kiné. Et puis maintenant, je suis plus prudent. Et j'avoue que je ne ferai maintenant que de l'activité physique bien adaptée. Merci. Je vous propose de voir les impacts psychologiques aussi. Alors, c'est vrai qu'au niveau du myélome indolent, ça a été déjà une surprise. Ce n'est pas encore la maladie, c'est comme une pré-maladie en fait. Alors quand mon myélome s'est déclaré, ça m'a comme un peu soulagée. C'est un peu paradoxal, hein, mais j'ai vécu ça un peu comme, voilà, on part au combat et puis on y va, quoi. Alors l'autogreffe, voilà, ça m'a beaucoup angoissée quand même parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon, on entend plein de choses. Alors moi, autogreffe pendant le Covid quand même, hein. Donc j'ai dit, il faut que je trouve quelqu'un pour me rassurer. J'ai trouvé une personne qui en était déjà à sa deuxième autogreffe. Donc je l'ai appelée la veille, en fait. Je partais le lendemain, je l'appelle la veille et qui me dit, voilà, moi j'en suis à ma deuxième, ne panique pas, ça va bien se passer. Et du coup, j'y suis quand même partie avec beaucoup moins d'appréhension. Bon, j'étais bien après l'autogreffe, en fait. Alors, la maladie, bien évidemment, va affecter non seulement le corps, mais va affecter l'esprit et engendrer énormément d'émotions pour le malade et pour les aidants. Et effectivement, chaque personne va devoir se réapproprier des nouvelles habitudes, des nouvelles routines, va devoir recomposer avec des angoisses, avec des peurs, avec une épée Damoclès, avec de la fatigue, avec un tourbillon d'émotions que la maladie va venir réactiver et pour la personne malade et pour son proche aidant. On a emmagasiné des images de ce qu'était un malade, de ce qu'était un malade du cancer, de ce qu'était un aidant, et j'ai eu tout faux. Moi, je pensais que mon malade, il allait dire quand il aurait peur, quand il aurait mal, etc. Pas du tout. Et vraiment, voilà, il faut décrypter la nouvelle personne qu'on a en face de nous, être à l'écoute et vraiment s'ajuster. Voilà, vraiment s'ajuster au fur et à mesure. Le premier axe, c'est déjà de s'informer, parce que lorsque l'on s'informe, de façon générale, on apprivoise la peur. Le deuxième axe, c'est de se faire accompagner. Se faire accompagner par des professionnels, se faire accompagner par des proches, en parler, ne pas hésiter à communiquer. Et le troisième axe, ça va être sculpter des pauses au quotidien, donc ne pas culpabiliser quand on a besoin de récupérer, quand on a besoin de recharger des batteries, ne pas hésiter à respirer, à investir des activités pour se détendre. Les soins de support sont essentiels et complémentaires. Parmi les soins de support, on va retrouver bien évidemment les accompagnements par des professionnels, des personnes qui vous conviennent, qui sont capables d'accueillir vos émotions, tout professionnel qui peut être aidant.
Alors j'ai trouvé le soutien dans ma famille, mes enfants, mon mari, mon frère, ma sœur, voilà, mes copines, mes voisins, mes voisines, puis d'autres malades du myélome que j'ai rencontrés suite à des échanges qui font du bien. Et puis voilà, et puis la vie continue. Je voyais déjà une psychologue pour une autre thématique, donc ça a permis de poursuivre les choses. Et puis je couds et je tricote énormément, donc voilà, j'avais toujours... Et puis j'ai trouvé aussi du réconfort dans la lecture. Je suis fan de polar, donc toujours avoir un bon polar en cas d'insomnie pour pouvoir occuper la pensée, pour pouvoir avoir un soutien. Les aidants sont inévitablement des protecteurs, des piliers qui sont invisibles et qui portent un lourd fardeau. Et c'est important pour eux d'avoir toujours la possibilité de recharger leur batterie, de lâcher aussi un petit peu la corde. Donc lâcher la corde, ça veut dire peut-être aussi accepter de déléguer, accepter de passer des relais, accepter de faire confiance aux autres, accepter d'exprimer ses limites, ses besoins. C'est aussi arrêter de se sentir coupable quand on est fatigué. C'est communiquer ouvertement les choses avec le malade, avec les professionnels, c'est pouvoir prendre soin de soi, vraiment avoir de la bienveillance envers soi-même. J'aimerais vous parler de la récupération, mais avant je vous donne le contexte. Il y a 13 ans, j'ai eu une vascularité en KPR3 positif, c'est-à-dire Wegener, qui a entraîné une insuffisance rénale, bien sûr. Je devais être greffé, j'étais sur la liste, mais on m'a décodé un myélome multiple asymptomatique. Donc c'est bien. Alors la question est la suivante, parce que tous les jours, je fais mes 20 minutes de vélo d'appartement, je fais ma demi-heure de marche, je vais à la piscine une fois par semaine, donc je fais de la gymnastique avec ma conjointe et tout. Mais alors le problème, c'est que je passe de bonnes nuits, je me réveille une fois par nuit, mais sinon je passe de très bonnes nuits, 8 à 9 heures. Si à 11h30 je m'assois, je m'endors avant de manger. Après manger, j'ai 3/4 d'heure de sieste aussi, je m'endors assis. Le soir, à 6h, même chose, je m'assois pour regarder quelque chose, je m'endors. Est-ce que c'est une conséquence normale ou... Vous n'avez pas reçu de traitement, hein? Non. Oui. En tout cas, ce que vous dites, moi, me parle, si j'ose dire, parce que donc vous savez qu'aujourd'hui, on fait un peu une aparté là sur le sujet, mais bon, pour répondre à votre question rapidement, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation pour traiter, administrer un traitement aux patients qui ont un myélome multiple asymptomatique. Hein. Et pour autant, moi, j'ai quelques patients qui me rapportent une fatigue comme ça. Hein. Et voilà, alors évidemment, on a plein de raisons de pouvoir être fatigué de façon inspécifique. Et parfois, quand même, on se dit, mais peut-être que c'est quand même pas indissociable de ce myélome multiple asymptomatique. Donc, dans certains cas, on aimerait presque pouvoir administrer un traitement, mais il n'y a pas aujourd'hui, on n'a pas ces fameuses autorisations de mise sur le marché, hein, les traitements qui sont approuvés dans cette indication. Alors qu'on n'a pas de possibilité de proposer un traitement en dehors d'un myélome multiple bien établi, quoi. Voilà. Donc, c'est difficile de répondre, mais je ne peux pas exclure que votre fatigue puisse être liée, en partie en tout cas, à ce myélome multiple asymptomatique, quoi. C'est des choses que l'on voit. Concernant l'impact psychologique, je propose de passer la parole à Clotilde, notre art thérapeute, qui va nous expliquer les bienfaits. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'art thérapie? Alors, déjà, je vais vous demander, si vous voulez bien, juste faire un geste comme ça, directement, sans réfléchir. Pas le mien, le vôtre. Voilà. Merci. Eh bien ça, c'est de la créativité, bravo. C'est le début de la créativité. Et la créativité, c'est ce qui nous permet d'être vivants. Et tout ce qu'on fait dans une journée, c'est de la créativité. Et parfois, quand on est malade, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on manque de confiance en soi. On perd sa confiance en soi aussi parfois. Et revenir à la création
ça fait du bien. Ça réactive le vivant en nous, la joie de vivre aussi. Et ça permet d'oublier quelques instants aussi tout ce qui nous pèse. Donc l'art-thérapie, c'est un peu ça. C'est se reconnecter à soi. Et donc pour ça, il n'y a pas besoin d'être artiste. Hein. On entend le mot art, mais c'est juste parce qu'on utilise les outils artistiques. Si je vous donne un pinceau, c'est pas pour me faire du Picasso ou du Michel-Ange ou quoi que ce soit. Hein. C'est pour juste venir sortir les émotions qu'on a. Si vous avez des petits-enfants, on parle souvent du monstre des émotions. Et il y a l'émotion rouge, l'émotion jaune, l'émotion verte, l'émotion bleue. Enfin, voilà. Et ils ont tous une couleur. Et les enfants apprennent à sortir leurs émotions. Nous, on a du mal à sortir nos émotions en tant qu'adultes. Et l'art-thérapie, ça permet de sortir ces émotions. D'un point de vue psychique, c'est excellent. D'un point de vue social, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que déjà ça vous met en rapport au moins avec l'art thérapeute si vous venez me voir seul. Et parfois, on peut faire des groupes et entre pairs, ça permet aussi de vivre des choses intéressantes, de s'apporter mutuellement, parce que souvent c'est pas l'art thérapeute qui va apporter, c'est vous qui allez vous apporter des choses à vous-même, et entre pairs c'est formidable. Et au niveau physique, souvent l'art thérapie apporte aussi une baisse de la douleur, de la fatigue, etc. Alors c'est tout bénéfice. Moi je fais du patchwork, donc il y a de la création. Vous posez un grand morceau de tissu, vous coupez un petit morceau et vous le rassemblez. Donc on fait des créations de tableaux, on fait des objets utiles, des sacs, des porte-monnaies, on fait pas mal de petits cadeaux. Mais on fait des couvertures, on fait pas mal de choses. Et plus c'est petit, mieux c'est. J'ai une association qui fait ça, on est une dizaine de personnes, et tous les 15 jours, on se retrouve. On est une dizaine, il n'y a pas de jeunes, hein, c'est... Oui, on prend le café et on papote, oui, je suis d'accord, mais on parle. Donc, ça équivaut à l'art-thérapie. C'est très créatif. L'art-thérapie a une autre fonction plus thérapeutique et plus... elle cherche vraiment à venir faire ressortir les émotions. Mais c'est vrai que tout ce qui est créatif, de toute façon, est très thérapeutique. Moi, dans le groupe de 10, je suis la seule à être malade. Donc, elles sont quand même bien solidaires quand elles voient que ça ne va pas trop ou quoi que ce soit. C'est un bon soutien, quoi. Et c'est pour ça qu'entre pairs aussi, ça peut être extraordinaire de vivre des moments comme ça. On se vide la tête hein, quand on est dans la couture. Carrément. Ouais, moi je vais me réexprimer sur mon expérience. Durant les 4 premières années, j'avais des crampes dans les mains, etc. Et j'ai toujours fait beaucoup de musique, beaucoup de guitare et tout ça. Et pendant ces 4 années-là, j'ai plus touché à ma guitare du tout. C'était un manque que j'avais. Et là, depuis que ça va mieux, j'ai repris le solfège. J'ai repris, je joue de la guitare dans 2 ateliers différents. Et ce que je trouve important là-dedans, et même dans le sport, c'est qu'on pense plus à la maladie pendant ces moments-là. Et surtout, on ne se laisse plus envahir par la maladie. On n'a pas tendance à se morfondre ou à dire je suis fatigué, allez, je fais rien parce que je suis fatigué. Bon, après, vous dites aussi qu'il faut qu'on s'écoute pour pas en faire de trop, mais moi je trouve que quand même, des fois, se forcer à faire les choses au début, à remettre le pied à l'étrier, etc., ça aide énormément, quoi. Donc voilà, c'était mon expérience. Après, je voudrais juste aussi dire une petite chose, c'est qu'il y a peu de mutuelles qui prennent en charge l'art-thérapie, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc il faut toujours se renseigner auprès de votre mutuelle pour savoir si elle peut prendre en charge une partie de l'art-thérapie aussi. Et j'ai une question naïve, moi, il y a une branche de l'ergothérapie
qui rejoint un peu ça, quoi, hein, par finalement de l'art-thérapie, c'est-à-dire des ateliers. Alors on voit plutôt ça dans les CMP, dans des contextes comme ça, plus psycho. Mais c'est différent de. Ça ne s'appelle pas art-thérapie dans ce cas-là. L'ergothérapie, c'est vraiment un autre domaine que je ne connais pas suffisamment, même si à une époque, il y a très longtemps, j'ai voulu être ergothérapeute. Mais c'est vrai que j'en ai entendu parler à plusieurs reprises en disant qu'il y avait un lien entre les deux. Après, là, c'est vraiment utiliser les outils artistiques pour être créatif. Moi, j'avais beaucoup entendu à l'époque où je voulais être ergothérapeute que l'ergothérapeute proposait des outils pour améliorer Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Il y a un peu deux champs à l'ergothérapie. Enfin, c'est peut-être moins le sujet, mais en effet, il y a aménager les outils du quotidien pour des personnes qui ont des rhumatismes, par exemple, ou qui ont des handicaps, on pourrait dire, divers et variés, qui n'ont pas toute la fonctionnalité de, je sais pas quoi, de leurs mains, etc. Et donc il faut adapter les objets, qu'il y a ça. Et puis il y a aussi cette partie qui se fait plus en CMP, qu'on pourrait décrire factuellement d'art-thérapie, hein, c'est-à-dire de thérapie autour de création d'œuvres d'art. Et ça, c'est tout un pan de l'ergothérapie aussi qui se développe, quoi. Donc voilà, je me demandais s'il y avait un lien avec votre activité aussi. J'aimerais rebondir sur un peu l'art-thérapie, parce qu'à travers l'APA, on peut tout de même proposer des formes d'art avec le corps, par exemple. Moi, j'ai eu des groupes de femmes atteintes, et d'hommes atteints du cancer du sein, qui se sont mis à la pole dance adaptée. On avait mis de la pole dance adaptée à tout niveau, qui, à la fin de l'année, nous avaient préparé un spectacle, en fait, pour exprimer l'art à travers leur corps. Et actuellement, je suis dans un groupe avec un bénévole d'ici, de Qigong et de Tai Chi, à travers aussi l'art martial, de la gymnastique traditionnelle chinoise, où en fait on va venir avec une musique douce, de la méditation, exprimer l'art du corps en fait dans une activité aussi. Ça permet de libérer l'esprit d'un côté spirituel, psychologique aussi beaucoup, et on travaille presque sans matériel pour vraiment utiliser toutes les fonctionnalités les plus mobiles du corps, en douceur. Alors on se rejoint beaucoup, parce que quand je fais de la danse-thérapie, c'est vraiment tout à fait ça. Voilà, tout à fait, l'expression du corps. Pour le côté psychologique, au niveau local, à F3M, on propose régulièrement des cafés-rencontres. On essaye, en tant que bénévole, de se tenir à un calendrier. On a fait un café-rencontre cette année. Je ne sais pas si vous avez vu dans le hall, on a fait un bel affichage de nos activités de l'année. Et notamment, on a fait un café-rencontre chez une dentelière que vous auriez dû rencontrer et qui d'ailleurs fait de l'art-thérapie avec Clotilde maintenant. Qui en fait, on n'a pas fait de la dentelle tout l'après-midi, je vous rassure. Mais c'était très sympa de voir et puis surtout d'échanger sur notre point commun qui est le myélome, soit en tant qu'aidant, soit en tant que malade. On a organisé un café-rencontre à Saint-Amand il y a quelques temps. Et voilà, il y en aura d'autres. Donc surtout, c'est surtout pour, je dirais, les adhérents qui, du coup, à partir du moment où vous êtes adhérent, vous recevez en automatique un mail qui vous propose de venir gratuitement à ces cafés-rencontres. Et après, si vous avez des envies de nous proposer une activité ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Après tout, on est ouvert. Donc voilà, ça c'est pour l'accompagnement psychologique. Et puis, je vous propose de passer à la dernière vidéo. L'accompagnement social maintenant, l'impact social. On s'aperçoit qu'on peut effectivement plus faire les choses qu'on faisait avant, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit le ménage, les courses, la cuisine. Donc au niveau des activités, j'ai fait participer ma famille pour les courses, pour le ménage, pour plein de choses. Alors très concrètement, la plupart des retours, c'est que la maladie fatigue. Et du coup, il y a forcément un symptôme d'isolement où on réduit ses activités, on va un peu moins vers l'extérieur, on accepte un peu moins les sollicitations parce que le quotidien est rythmé par les traitements et les rendez-vous médicaux.
On va surtout noter ça et il y a une inquiétude du coup du fait d'un isolement de patient parce qu'un patient qui est isolé, c'est un patient qui peut-être peut avoir des baisses de morale aussi, se sentir moins soutenu au quotidien dans sa maladie, avoir moins de relais aussi pour demander du soutien, de l'aide sur le quotidien, sur la gestion des effets secondaires. Moi notamment, j'encourage à aller vers de l'activité physique adaptée, mais si on est un peu moins en forme à un moment, ça peut être des activités culturelles, de loisirs, rencontrer des gens, rencontrer, s'entourer, ne pas rester que focus sur la maladie. En fait, ça a tout changé dans ma vie sociale. Déjà, j'ai dû arrêter de travailler, mais j'ai gardé contact avec mes collègues. Donc, on se voit régulièrement, on se tient au courant. Parce que je suis encore officiellement en activité et donc on fait des réunions de travail. Garder une activité pour rencontrer des gens, c'est ce que je conseillerais. Alors un accompagnement de patients atteints d'un cancer, c'est un accompagnement très très global parce que la survenue d'un cancer, ça va impacter toutes les sphères de la vie. Donc on peut aborder des questions sur le travail, soit le maintien dans l'emploi, là plutôt le retour à l'emploi dans ce cadre de maladie-là. Il y a un accompagnement qui peut être fait par les assistantes sociales, soit de l'hôpital, soit de la ville. Et moi, je peux apporter certains compléments d'information aussi, mais je ne fais pas d'accompagnement de coaching. Mais par contre, j'ai tous les relais, toutes les ressources utiles. Il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent aussi sur l'aspect accompagnement de la vie sociale du patient. Par du sport, par de l'accompagnement assistante sociale, par du coaching retour au travail, par du soutien psychologique, que ce soit en groupe ou en individuel, dépasser un peu les a priori aussi sur la maladie et oser vivre tout en étant malade. J'ai dû m'adapter quand même à mon père parce que en plus de mon père, j'ai également une mère malade, donc ça a quand même eu un impact plus ou moins sur ma vie sociale. Je dois quand même adapter mes sorties par rapport à l'état de santé de mon père. Donc effectivement, quand ça va pas trop, je préfère rester auprès de lui. Mais sinon, globalement, j'essaie de vivre ma vie comme je peux. J'ai la chance d'avoir des amis quand même assez compréhensibles, donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. C'est des personnes qui connaissent un peu ma situation. Alors c'est bien d'aider ses proches, mais il faut aussi penser à soi. C'est vrai que quand on vient d'apprendre la nouvelle, on a tendance à s'oublier et à vouloir aider le plus possible la personne qui est malade. Mais parfois, on ne se rend pas compte sur le moment, mais plus tard, on se rend compte qu'on a peut-être pas... On ne prend pas assez soin de soi, qu'on donne moins du temps pour soi-même. Et je trouve que c'est quand même important parce qu'il faut d'abord se sentir bien soi-même pour ensuite mieux accompagner ses proches. Donc il ne faut pas oublier de vivre aussi sa propre vie et de s'accorder aussi du temps pour soi. J'ai quand même envie de dire que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir entourer les malades par des tas de choses, mais les aidants, c'est essentiel aussi. Et surtout, faites-vous entourer, prenez soin de vous, c'est essentiel. On en a besoin, je suis aidante moi-même, on en a besoin pour continuer à avancer. On est aidant et pour autant la vie doit continuer aussi à ce niveau-là. Donc tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous, les aidants, faites-le. Faites-le, vous n'en aiderez que mieux. Je vais juste dire un petit mot qui fait écho à ce dernier témoignage-là et puis ce que vous dites, mais le statut d'aidant en France n'est pas reconnu. Enfin, d'ailleurs, je pense dans le monde, je ne suis pas sûr, mais n'est pas reconnu. Or, forcément, vous le savez très bien, les aidants permettent que les malades reçoivent les soins nécessaires, participent considérablement à la prise en charge thérapeutique des patients, des malades. Or, on pourrait imaginer une prise en charge, je ne sais pas moi, par la sécurité sociale ou que des mesures soient... Parce qu'il y a des aidants qui ont une activité professionnelle, enfin c'est un casse-tête
de se libérer suffisamment de temps, d'accompagner un patient à un rendez-vous médical ou en hôpital de jour, en hospitalisation, etc., de juste être présent à domicile quand quelqu'un est trop fatigué pour avoir une autonomie complète. Et enfin, bon, tout ce rôle est assuré par les aidants et en fait, c'est une partie des soins médicaux, de la prise en charge globale d'un patient qui est assurée par les aidants. Et en fait, c'est énorme en France. Hein, et il n'y a pas de statut. Alors, régulièrement, espèce de combat pour créer un statut d'aidant qui pourrait permettre d'aider ces personnes à se détacher notamment en partie de leur travail, en tout cas de façon partielle, une partie du temps. Et ça, c'est un manque sans doute hein, de notre législation, quoi. Et juste, je voudrais rappeler que, alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais on a remarqué que les aidants avaient souvent une espérance de vie inférieure aux malades. Alors ça s'explique parce qu'en fait, le malade est dans un parcours de soins, qu'il est suivi, qu'on l'oriente vers des spécialistes parce qu'il a un problème cardiaque, pulmonaire, du diabète, de l'hypertension. Sauf que l'aidant, en fait, s'investit tellement dans l'accompagnement en fait, du malade qu'il s'oublie, qu'il ne fait pas ses dépistages, qu'il arrête de prendre ses traitements, ou en tout cas qui fait des dépressions, qui s'automédique, qui dort moins bien, et qui s'oublie dans la vie. Donc vraiment, les aidants, ne portez pas tout sur vos épaules. Vous avez le droit de dire stop, de vous dire cet après-midi, je m'accorde des loisirs ou je passe le relais. Et il n'y a vraiment pas de honte à ça. J'ai un témoignage. En fait, je suis officiellement malade depuis 5 mois. Et c'est vrai que les traitements ont modifié pas mal de choses, notamment dans mon comportement, dans ma nervosité, dans mon activité, dans beaucoup de choses. Et j'ai une bonne raison d'avoir une modification parce que je suis malade. Évidemment, j'ai une bonne raison. Et en plus, M. Magnier me donne beaucoup de médicaments qui accentuent ça. Donc évidemment, je suis mal. Et en plus de ça, j'ai modifié énormément de mes activités. J'étais un peu... je faisais énormément de choses, je peux vous étaler sur la table. Donc j'ai réduit énormément en me disant je vais me calmer. Mais en réalité, je ne me calme pas du tout. Plus je réduis, plus je trouve que je m'énerve. Plus ça me pose des problèmes, plus j'ai découvert une expression brouillard cérébral. C'est ce brouillard cérébral qui t'arrive. Si je parle trop, ben ça va te dire du brouillard aussi. Et moi, j'ai une bonne raison. J'ai une bonne raison parce que je suis malade. Évidemment, les dents, lui, il subit et il n'a pas de raison, lui. Il arrive, il n'est pas malade. Évidemment, il n'y a pas de... Des fois, je ne me rends pas compte, de toute façon. Je ne me rends pas compte que je suis comme ça. Je ne me rends pas compte parce que c'est moi, mais c'est moi modifié. C'est un joli témoignage, ce que vous dites, et cette notion que l'aidant est un peu tenu d'absorber toute angoisse, inquiétude, saut d'humeur, etc., d'un patient, d'un proche malade. Et ça, je crois, est une chose qui est intéressante à dire, ne serait-ce que ça, à formuler, parce qu'il y en a peut-être des gens qui se retrouvent dans ce témoignage-là, et des situations qui ne sont pas tout le temps faciles à aborder. C'est un aspect important dont on parle peut-être pas assez, en effet, et je crois que c'est un beau témoignage. Ouais. Une question que je vous ai posée, c'est est-ce que cette fatigue cérébrale n'intervient pas justement alors qu'on n'est pas... Il n'est pas possible aujourd'hui, je veux dire, de donner une cause rationnelle, je veux dire, de l'apparition de cette maladie, je parle du myélome, et qui vient en fin de compte ajouter psychologiquement, je veux dire, une charge supplémentaire. Donc la question que je pose, c'est sera-t-on un jour en mesure de donner une réponse, une cause rationnelle, je veux dire, à l'apparition de cette maladie? On a quand même des notions, hein, sur ce qu'on appelle, vous savez, la physiopathologie du myélome. Mais en effet, à la différence d'autres cancers, si on parle de ça en général, il n'y a pas une cause qui est liée à un facteur extrinsèque, le tabac pour le cancer du poumon, les rayons UV pour le cancer de la peau, etc. Hein. Donc ça, il n'y a pas. Et c'est vrai pour les hémopathies, c'est-à-dire les cancers du sang, les hémopathies malignes de façon générale.
le myélome, le lymphome, la leucémie aiguë, etc. Il n'y a pas, à part quelques exceptions, il y a dans la majorité des cas pas de facteur extrinsèque qui soit reconnu. Et donc, pour autant, on connaît les mécanismes de dysfonctionnement de cette cellule qu'on appelle le plasmocyte, qui est à l'origine du myélome, l'acquisition d'anomalies de l'ADN au niveau de cette cellule, qui est malade uniquement, qui induit sa transformation, et puis ce qui mène à une prolifération non contrôlée. Bon, c'est comme ça qu'on définit un cancer de façon générale, et le myélome en particulier. Donc ça, on sait comment survient cette maladie. Là où je vous rejoins, c'est pourquoi certaines personnes développent un myélome et pas d'autres. Ça, on ne sait pas y répondre. Encore une fois, il y a quelques facteurs d'exposition, et on en avait parlé déjà les années précédentes, mais qui sont connus, mais c'est plutôt des exceptions. Voilà, alors après, sur ce brouillard cérébral, si on l'appelle comme ça, c'est ça l'expression que vous aviez employée, c'est une jolie expression peut-être. Il y a sans doute plusieurs paramètres, et ceux que vous évoquez là, c'est une situation de stress, d'anxiété, et puis il y a les traitements aussi, il ne faut pas négliger l'impact des traitements sur une fatigue, et quand on est un peu fatigué, on a moins de capacité de concentration. Quand on est fatigué, qu'on a un stress, on a moins de capacité de concentration. Quand on a moins de capacité de concentration, on a plus de trous de mémoire, on retient moins bien les choses, etc. Donc les traitements en eux-mêmes, la maladie sans doute certes, mais les traitements en eux-mêmes ont sans doute un impact sur ce brouillard cérébral, si on l'appelle comme ça aujourd'hui. C'est certain, oui. Et ça rejoint peut-être la notion que vous apportiez de perte de confiance en soi, en son corps, à un moment donné, où son corps dysfonctionne à un moment donné. Et c'est là où sans doute qu'il y a peut-être ces approches-là qui peuvent aider, et dans le cadre de ces associations, de ces soins de support de façon générale, qui peuvent aider à lutter un peu contre ça, en fait, se dire non, tiens, je ne vais pas l'accepter finalement, on me propose des solutions, la Ligue contre le cancer, de l'art-thérapie, etc. Et peut-être que je vais pouvoir réussir à travailler là-dessus et améliorer ce symptôme que je ressens, qui me dérange, ou en tout cas cet aspect-là. Et c'est peut-être là que vous avez un moyen d'action là-dessus. Est-ce que les chercheurs seront un jour en mesure, je veux dire, de pouvoir nous éclairer, je veux dire, vraiment sur la genèse, sur les fondements, je veux dire, de l'apparition du myélome. On a quand même des connaissances, sans doute pas suffisantes, et les travaux de recherche continuent, et j'espère apporteront de nouveaux éclairages, mais on a quand même une compréhension de cette physiopathologie sur la cellule tumorale en elle-même, le micro-environnement autour de cette cellule tumorale, et les différentes dysfonctions. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop précis, mais on a quand même des notions de cette physiopathologie, comment ça survient. Ça oui. L'attitude préventive qu'on peut envisager pour le myélome multiple, et qui fait l'objet de travaux de recherche, comme ça a été évoqué un peu dans l'après-midi, c'est de faire des dépistages importants pour détecter cette gammapathie monoclonale d'ossification indéterminée, cette petite anomalie biologique dont on parlait avant, qui peut être présente jusqu'à 10% de la population à l'âge de 80 ans, ce qu'on considère dans les études, donc c'est très très fréquent, et dont un certain nombre, en fait une minorité évidemment, peut évoluer sous forme d'un myélome multiple. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a un myélome multiple nouvellement diagnostiqué par exemple, on sait que sans doute des années avant, il y avait à l'électrophorèse éventuellement déjà la présence d'un petit pic, en tout cas déjà une petite anomalie biologique, qui n'était pas une maladie à ce moment-là, mais qui a évolué. Donc une des stratégies pourrait être de dépister dans la population ce petit pic monoclonal pour essayer de suivre au maximum l'évolution. Alors, il n'y a pas d'intervention thérapeutique, vous voyez. On peut faire l'analogie avec la mammographie. Les mammographies, on prend en charge quand il y a une lésion qui est déjà cancéreuse, si vous voulez. Alors, on la prend en charge de façon la plus précoce possible. Donc, ça pourrait permettre
peut-être c'est des stratégies de dépistage comme ça, on l'imagine, de prendre en charge de façon précoce, quoi, puisque un suivi pourrait éventuellement être établi. Bon, aujourd'hui, ces stratégies, elles n'ont pas véritablement fait la preuve de leur efficacité. Parce qu'en effet, il n'y a pas de thérapeutique qui soit reconnue particulièrement efficace dans ces situations pré-cancéreuses, et aussi parce qu'il y a des effets secondaires aux ces traitements et que donc on considère que ce bénéfice-risque n'est pas favorable, quoi, voilà, de traitement. Donc il n'y a pas de stratégie de dépistage large. Hein. Et après, vous voyez, il n'y a pas de... Vous évoquez le cancer du poumon et le tabagisme. Bon, ben là, c'est très clair, quoi. Hein. Arrêter de fumer, ne pas fumer, arrêter de fumer est une action très claire que l'on peut prendre. Pour le myélome, il n'y a pas l'équivalent. Hein. Et souvent, les patients me demandent, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, on conseille toujours, et c'est ce qu'on disait là, d'avoir une bonne hygiène de vie, de manger de façon équilibrée, 5 fruits et légumes par jour. Mais ça, c'est les recommandations générales de la population. Et de faire du sport, de marcher au moins 30 minutes d'activité physique par jour, etc. Ça, on le recommande lorsqu'on a un myélome ou lorsqu'on n'a pas de myélome. Donc, mais il n'y a pas de mesure qui permettrait d'éviter la survenue d'eux. Il n'y a aucune culpabilité à avoir lorsqu'on a un myélome multiple, on n'a rien fait de mal, etc. Hein. Donc ça, vous pouvez vous sortir ça de l'esprit. Il n'y a pas de culpabilité à avoir à ce niveau-là, du tout. J'aurais une question. Monsieur a... Oui. Là, il y a 4 ans, quand mon docteur m'a appris la maladie, au bout de plusieurs mois de visite chez lui, étant donné que j'avais mal au dos, je faisais pas mal de sport, vélo entre autres, jardinage, et là je me plaignais tout le temps. C'est là, il m'a fait, suite à ça, une radio du rachis lombaire, il n'y avait rien, on ne voyait rien, puis à nouveau j'étais le voir, mais entre-temps il s'était passé à peu près 3-4 mois, et c'est là qu'il m'a fait un IRM, et c'est là qu'on a découvert la chose. Et quand je lui ai dit, c'est un docteur qui a une trentaine d'années, enfin plus de 30 ans, et c'est un docteur que je connais de longue date, et il m'a dit c'est une maladie que je ne connaissais pas, que j'avais peu de patients, et c'est là qu'il m'a dit c'est une maladie rare. Bon, il y a peu en pourcentage sur les maladies. Et entre autres, là, comme là, la AF3M, dans d'autres maladies, on fait ce genre de colloques comme ça, de réunions dans d'autres maladies. Oui, il y a plein d'associations de malades hein, dans beaucoup de pathologies. Hein. Oui. Non, il y a des associations de malades évidemment, des cancers qui sont très fréquents, le cancer du sein, le cancer de la prostate, il y a des associations de malades. Alors moi, je ne suis pas dans toutes les réunions, donc je ne sais pas vous dire exactement, en tout cas dans toutes les associations, je ne sais pas vous dire exactement comment ils s'organisent, mais je suppose que ça existe ailleurs, en effet, pour certaines pathologies un peu similaires, quoi. Bon, ce que vous évoquez rejoint un peu ce qu'on disait au début, cette errance parfois diagnostique initiale, parce que les symptômes sont assez aspécifiques, et parfois il faut un peu un temps pour mettre le doigt dessus, quoi. Hein. Ça, oui, ça c'est des histoires, ce que vous racontez là. Mais entre le temps où j'ai senti les douleurs, moi j'ai eu une activité sans problème au point de vue santé, et là j'ai 78 ans, et depuis 4 ans j'ai ça, et de là, tout au début, j'étais opéré et à Valenciennes en microchirurgie, et le chirurgien docteur Sabat, il m'a mis une arthrodèse, tellement que les vertèbres étaient attaquées dans le bas de la colonne. Oui, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement. D'autres personnes ici ont eu ce type d'intervention pour venir consolider une vertèbre, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Donc j'imagine que votre point, c'est de dire, voilà, peut-être qu'on aurait pu le détecter plus tôt et peut-être éviter ou prendre en charge cette lésion osseuse. Je vous rejoins. C'est toute la difficulté de réussir à identifier ces maladies qui parfois ont des symptômes qui sont un peu généraux, peu spécifiques, et de réussir à rapidement identifier la situation qui n'est pas comme d'habitude. Voilà. Hein. Et ça reste une difficulté pour le myélome multiple. Et il y a souvent ces histoires
d'une forme d'errance diagnostique. Il faut quelques semaines, quelques mois pour réussir à identifier les choses. Ça, ouais. C'est une réalité des choses, ouais. Merci. Ouais. Oui, simplement, je vais rebondir, moi, sur ce que vous disiez à propos, justement, des raisons pour lesquelles la maladie survient et les facteurs extrinsèques. Oui. Mais y a-t-il vraiment des études qui sont faites au niveau des malades à la recherche, justement, de facteurs extrinsèques ? Alors, il y a des facteurs extrinsèques qu'on connaît. Ce n'est pas la majorité des cas, mais il y en a. Ceux-là qui sont vous le savez, les produits phytosanitaires, vous le savez. Donc, les populations d'agriculteurs, de gens qui sont exposés à ces produits phytosanitaires, jardiniers, réparateurs de machines agricoles, etc., peuvent avoir, on estime, un surrisque. Et il y a une reconnaissance inscrite au tableau des pathologies professionnelles, et il peut y avoir une reconnaissance en maladie professionnelle. L'exposition au benzène aussi est reconnue. Bon. Donc c'est, voilà, pour l'instant, ce qui est établi, c'est ça. Alors, il y a des études, sans doute. Moi, ce que je peux vous dire localement... Sur les modes de vie, par exemple, l'environnement, là où on habite. Ce que je peux vous dire localement, et pas tous, mais un certain nombre d'entre vous le savent, c'est que, donc vous savez qu'en tout cas, nous, localement au CHU de Lille, on a mis en place ce qu'on appelle une base de données du myélome. On propose de suivre, à des fins de recherche, tous les patients qui ont un myélome multiple, et donc c'est ce protocole BDHL dont vous avez entendu parler, et on vous fait signer les consentements lorsque vous y consentez pour qu'on puisse suivre les données cliniques et éventuellement qu'il y ait même une préservation d'échantillons et leur utilisation à des fins de recherche sur le myélome multiple à l'avenir. Et un certain nombre d'entre vous, on a associé ça et on travaille avec le docteur Catherine Nice, qui est un médecin de pathologie professionnelle. On a associé ça à un questionnaire d'exposition environnementale et professionnelle. Alors évidemment, il y a ce qui est connu, les produits phytosanitaires et le benzène, mais il y a tout un tas, moi je ne suis pas extrêmement compétent, mais elle, évidemment, l'est, il y a tout un tas de produits chimiques, de pesticides divers et variés, etc., qui pourraient éventuellement, et donc on les référence. Alors il faut beaucoup de situations pour après il y a la problématique de réussir à démontrer le lien de causalité. Ça c'est sur un plan statistique éventuellement pas facile, mais ce serait une autre étape. Au moins nous on fait ça en se disant voilà, si jamais on a un signal à un moment donné, on peut se concentrer là-dessus et peut-être participer à développer une étude plus large en France, internationale, pour vraiment poser la question sur une exposition particulière qui nous aura interpellés. Voilà, à notre échelle, ce qu'on a mis en place. D'accord, c'est déjà un premier pas. Voilà, on référence toute exposition et vous êtes nombreux à avoir répondu à ce questionnaire. Il est un peu compliqué, ce questionnaire. Alors, ça fait que quelques années. Donc, on référence tout ça, toute exposition professionnelle environnementale. Et alors, elle connaît le docteur Nice, elle connaît. On pourrait l'inviter un jour. Oui. Moi, je crois que c'est un vrai sujet. On se questionne tous par rapport à ça, à ces expositions professionnelles environnementales. Et puis je crois qu'on n'est pas très bon élève en France sur les politiques générales d'exposition professionnelle environnementale, en tout cas environnementale. Et donc voilà, et elle connaît très très bien. Parfois, vous savez, les patients ne savent pas forcément à quoi ils ont pu être exposés dans le cadre de leur profession. Et alors elle, pour un poste donné dans une usine, entreprise, elle va dire, mais attendez, il y a aussi un risque d'exposition à tel ou tel produit quand on a ce poste-là, etc. Qu'elle connaît ça remarquablement bien. Il faut l'inviter rapidement, elle est bientôt à la retraite, docteur Catherine Nice. Et voilà, je cherche un remplaçant, une remplaçante, parce qu'elle fait un travail remarquable. Et dès que les patients se posent des questions, moi je les adresse. Certains ici, évidemment, ont pu bénéficier de son expertise. Et certains ont pu avoir une reconnaissance en pathologie professionnelle parce que ces expositions ont été confirmées en quelque sorte par son travail, je veux dire. Et c'est un travail qui est tout à fait important. On a une question encore ? Oui, c'est juste, je crois que c'est dans le bon sens, mon professeur.
C'est parce que tout à l'heure, avant de prendre la pause, on a fait le tour nous tous, par qui on est suivis. Dans mon cas, je suis suivi par San Vincent. Est-ce que vos confrères, vous réunissez, est-ce que vous discutez dans nos cas pour faire quelque chose pour trouver la solution? Parce qu'on parle des cas, chaque personne c'est un cas ou une situation personnelle. Est-ce que ça discute entre vous? Est-ce qu'il y a une plateforme? Je sais pas comment. Oui, donc l'organisation, donc c'est légal. Hein. On a ce qu'on appelle en cancérologie de façon générale, hématocancérologie on pourrait dire. Il y a toute décision thérapeutique est prise dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors en hématologie, la pluridisciplinarité, elle n'est pas vraiment observée, mais c'est prévu par la loi, hein, je veux dire, hein, parce que ça vient plutôt de l'oncologie où il y a le médecin oncologue, le radiothérapeute, le chirurgien, et la prise en charge, généralement, elle est définie par l'ensemble de ces disciplines-là. Hein. En hématologie, sont vraiment des hématologues dans la majorité des cas, mais il faut au moins qu'il y ait plusieurs médecins, au minimum 2 médecins hématologues dans la pièce, pour que la décision d'un traitement soit prise. Parce que, je ne sais pas, moi, ce jour-là, on peut être fatigué, on peut, toute personne est faillible et on pourrait prendre une mauvaise décision ce jour-là. Donc, pour éviter ça, la loi prévoit qu'il y a au moins 2, mais généralement on est plusieurs en fait, hein, parce que vous avez vu, les équipes sont larges. Donc, à Lille, c'est le vendredi matin, de 8h30 à 10h, et parfois on déborde, où on a notre RCP, comme on dit, réunion pluridisciplinaire pour le myélome multiple, spécifiquement. D'accord ? Et donc, on est toute l'équipe, il y a 20-30 personnes dans la salle, hein, régulièrement, toute l'équipe, les médecins, les étudiants, les IPA, les attachés de recherche clinique sont là, etc. Et on discute des dossiers, comme on dit, hein, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais des dossiers, des situations cliniques. Bon. Et puis, cette réunion, elle est ouverte à toute la région, par, vous savez, de façon virtuelle. Alors, ils peuvent venir physiquement s'ils veulent, mais de façon virtuelle. Et donc, on a notre télé, en quelque sorte, qui est connectée par le Teams. Hein, vous connaissez ces plateformes. Et donc, tous les centres de la région, Hélène à Dunkerque, etc., peuvent se connecter pour parler de dossiers dont ils souhaitent parler parce qu'il y a une difficulté particulière, parce qu'il y a une situation particulière. Et parce qu'on a parlé de recherche clinique, et c'est vrai qu'au CHU de Lille, il y a parfois un peu plus d'essais cliniques, de protocoles de traitement qui sont actifs par rapport à d'autres centres de la région. Mais ce qui est important, c'est que tous les patients puissent en bénéficier. Donc, cette réunion par cette plateforme virtuelle permet de donner accès à tous les patients de la région aux essais cliniques dans les situations qui le nécessitent. Quoi. Voilà. Hein, pour vous dire en toute transparence notre organisation. Un peu plus largement que ça, on a aussi le congrès de l'IFM. On en parlait tout à l'heure, c'est l'occasion pour moi de rebondir là-dessus. Le congrès de l'IFM, c'est donc l'ensemble des hématos qui souhaitent être membres de l'IFM. Tout le monde ne le sont pas tous. Sont adhérents à l'IFM, l'intergroupe francophone du myélome. Ils se regroupent une fois par an. Ils changent de ville tous les ans quand ils se regroupent. Et nous avons la chance qu'en juin, ils se regroupent à Lille. Donc, vous ne pourrez pas aller les voir. Par contre, ce que la F3M vous propose, c'est que la veille, comme notre président a un droit de parole pendant ce congrès, et qu'en plus, ça fait venir le bureau, la F3M, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, si vous avez envie, de se retrouver le 17 juin après-midi, où vous aurez le président de la F3M, Laurent Gillot, que vous avez reçu tout à l'heure, le vice-président et d'autres personnes. Vous pourrez échanger donc avec l'ensemble des personnes du bureau de la F3M sur Lille, du 17 juin. Et alors, pour vous raconter les choses, hein, à l'IFM, en effet, on se réunit même tous les mois. Hein. L'IFM, c'est comme les associations, il y a un bureau. Les membres du bureau, on se réunit tous les mois. Il y a un conseil d'administration qui se réunit tous les 2 mois. Et après, il y a notre assemblée générale annuelle, hein, où là, voilà, tous les membres de cette association sont conviés et puis on expose l'état d'avancée. Donc,
tous les mois avec les collègues. Bon, c'est un cercle un tout petit peu plus restreint là, mais avec les collègues qui vraiment s'occupent de myélome toute la journée, quoi, si j'ose dire, dans les différents CHU de France. Ils sont donc membres de ce bureau de l'IFM. On discute, et bien sûr de la recherche clinique que l'on mène, des essais que l'on mène constamment à l'IFM, et vous le savez. Et puis des recommandations qu'on établit. Et là, comme il y a eu pas mal d'approbation de médicaments, il y a de nouvelles recommandations sur lesquelles on travaille, des problèmes d'accès aux médicaments. Et puis les uns les autres sont amenés à aller interagir avec l'HAS, ou etc., la Haute Autorité de Santé pour ces problématiques. Donc on discute de tout ça tous les mois pour essayer de faire aussi avancer les choses, harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc c'est quand même très dynamique, quoi. Voilà, c'est pour vous dire. Et on s'assure que, évidemment, tous les patients aient accès à la même qualité de soins sur l'ensemble du territoire. J'ai profité de tous ces échanges que vous avez eus pour vous passer des slides, pour donner des informations. Dans les sacs, vous avez notre revue, le bulletin qu'on appelle. Il y a aussi le lien que vous pouvez trouver sur le site et un tas d'informations. N'hésitez pas. N'hésitez pas à adhérer à l'EF3M, comme vous l'a dit. C'est le nombre d'adhérents qui fait qu'on a plus de poids en tant qu'association. Voilà, avec grand plaisir. Si vous avez des questions, on va encore être là après. Vous pouvez aussi nous contacter sur le site, vous avez nos coordonnées. Dans une dizaine de jours, vous aurez la retranscription de la GNM, notamment des vidéos qui sont passées. Et aussi, vous avez dans l'année ce qu'on appelle le Myélonet et le MOOC de l'EF3M, avec les 5e rencontres numériques du myélome qui auront lieu les 14 et 21 mars 2026. Tout ça, rendez-vous sur le site, à distance depuis chez vous. Vous pourrez aussi, sur le MOOC, vous pouvez aussi poser des questions. Vous avez des médecins, des hématologues qui sont, ou des infirmières qui sont là derrière leur écran aussi, qui vous répondent. La plateforme support du MOOC, entièrement conçue et pilotée par l'F3M, en partenariat toujours avec l'IFM. Voilà, tout ça c'est accessible même la nuit quand on ne dort pas, comme on le disait. Voilà, un tas d'informations que nous apporte l'F3M. On a aussi un programme qui s'appelle Emavie. Bon, je ne vais pas trop m'étendre vu l'heure tardive déjà. En tout cas, un grand merci à nos intervenants. Je ne sais pas si... Alors moi aussi je voulais, et puis je vous laisse bien sûr le mot de la fin, mais non, mais je voulais vous remercier d'être venu et je trouve, moi, comme chaque fois, ces échanges sont très riches. Merci à tous les intervenants d'être venus. Et puis non, mais je voudrais féliciter quand même l'F3M Nord-Pas-de-Calais quand même pour son dynamisme. Il y en a qui se cachent un peu là-haut, mais voilà, vous le disiez un peu en introduction, vous avez réussi à créer un groupe très dynamique et ça c'est vraiment une très bonne chose qui bénéficie à tout le monde. Donc félicitations et félicitations pour l'organisation de la journée. Mais tout ça, on le doit aussi en collaboration. Je vous renvoie là. Non, c'est un vrai match de tennis. Mais non, puisqu'en fait, voilà, Salomon, même s'il est très pris, quand on lui demande une info, nous répond très rapidement parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Merci à Eric pour la partie visio de la journée. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la 21e JNM le samedi 14 novembre 2026 à vos agendas. Bon retour à vous. Voilà, j'espère avoir répondu à tout, qu'on aura pu répondre à toutes vos questions, maximum. Mais sinon, n'hésitez pas, le Myélonet, le MOOC, et vous aurez encore plus d'informations, plus de compléments. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour l'art-thérapie. Les feuilles sont devant. Clotilde vous attend et elle fait du bon café.